Ce soir à Bénézra reçoit Daniel Lavoie. Il mène une carrière déjà depuis 40 ans. Il nous a donné 21 albums. Il a remporté 9 Félix, 5 victoires de la musique et 3 victoires de la musique. Je préfère dire 5 victoires de la musique. Tu me corrigeras tantôt. 2 World Music Awards. Et aussi, il va éventuellement nous présenter un nouvel album. Mais entre-temps, on parle du passé, du présent et du futur avec nul autre que Daniel Lavoie. Pourquoi tu m'as corrigé? Ben parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas le bon chiffre. Il n'y a que 3, okay. Donc je serais mal à l'aise de dire oui 5 alors que c'est pas vrai. C'est vraiment incroyable parce que tu viens de dire un mot-clé chez toi, mal à l'aise des fois, tu sais. Avec la vérité, c'est très important pour toi. Ça a toujours été là. Pas en général, je parle. En général. Ne pas exagérer. J'essaie d'être, oui, le plus possible, oui, effectivement, mais j'aime certainement pas charrier des histoires qui sont pas vraies. C'est vrai. Oui. Je me rappelle la première fois que je t'ai vu, Daniel. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Ouais. C'était un lancement de disque, un de tes albums, évidemment, au début des années 80. Et j'étais très discrète parce qu'on ne me connaissait pas du tout. Et tu as eu la gentillesse de dire bonjour à tout le monde. Et je n'oublierai jamais cette rencontre. Toi, sûrement, tu ne te rappelles pas. Mais moi, j'étais la fille avec les gros cheveux. Remember? Est-ce qu'on a des photos? Oh, Daniel! Je me souviens de tes gros cheveux. Tu te souviens? Je me souviens. Et tu m'as parlé quand même. Ça, je trouvais très gentil de ta part. Toi, je te trouvais gentil, mais tes cheveux... Hein? Regarde ces images, mon chou. Regarde ces images qui suivent sur toi et moi. C'est vrai? Regarde ça. En 1979, le public découvre Daniel Lavoie avec la chanson La danse du smack qui apparaît sur l'album Nirvana Bleu. Daniel Lavoie! 5 ans plus tard, Tension, attention est nommée chanson de l'année. La chanson Il s'aime, qui est enregistrée en anglais, en espagnol et en portugais, dépasse le 2 millions d'exemplaires vendus en Europe et au Québec. On s'en va à Paris, tout le monde. Il y a une limousine qui nous attend. On a rencontré Daniel Lavoie. France là, est une véritable fan de Daniel Lavoie. As-tu quelque chose à dire à Daniel là, avant qu'on le laisse partir? Je trouve qu'il a des beaux yeux. En 1988, un prix Victoire de la musique est remis à Daniel Lavoie pour l'album Vue sur la mer, où figure le méga succès Je voudrais voir New York. Le meilleur clip de tous les temps, non, mais le meilleur des miens. C'est celui que j'ai réalisé. Donc, inévitablement, quelque part, j'ai un parti pris. 10 ans plus tard, Lavoie décroche le rôle de Frollo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. L'album tiré de la méga-production atteint 500 000 copies vendues au Québec et la chanson Belle est récompensée aux World Music Awards. Ce soir, à Bénézra reçoit Daniel Lavoie. Moi, je sais que tu es quand même assez timide des fois. Puis je me dis, c'était quoi ta réaction quand on t'a demandé de faire cette émission? Et puisque je savais que tu parles pas mal presque tout le temps, j'ai dit, j'aurais pas de problème. Alors, elle va me poser 2-3 questions, puis après ça, elle va expliquer. Puis finalement, ça oh mon Dieu! Mais beaux cheveux! Merci, chérie. Merci. Toi aussi, magnifiques cheveux. Magnifique, vraiment. Mais je rigole parce que vraiment, quel cheminement et quelle chance j'ai eu aussi de t'accompagner à certains moments dans ta carrière. Oui, c'est vrai, tu as été là tout le long. Oui, j'étais là tout le long. Mais tu sais quoi, Daniel, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on avait une rencontre, c'était vraiment pour parler des chansons, les textes, des spectacles qui s'en venaient, etc. Et là,
on a la chance de parler de toutes sortes de choses, de ta vie en général. Et en lisant des choses, je me suis rendu compte, mon Dieu, à cette époque où je faisais une entrevue avec lui, je ne savais pas nécessairement qu'il vivait telle et telle affaire. Et c'est incroyable comment on se présente devant le public parfois, parce qu'on est obligé de faire notre travail et garder ce qu'on ressent à l'intérieur, à l'intérieur. Est-ce que ça a toujours été facile pour toi? Je suis très curieux de savoir de quoi tu parles. Des périodes difficiles dans ta vie, comme par exemple des remises en question. Il y en a eu plusieurs durant la carrière. Tout le monde a des remises en question. Tout le monde a des remises. C'est pas exceptionnel. Je trouve ça quand même important de le souligner parce qu'on oublie. C'est gentil de le souligner, Sonia. N'est-ce pas? Non, mais c'est comme parce que ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer. Voilà, il faut les rechercher. Mais pas pendant qu'on les vit. Ouais. Pendant qu'on les vit, c'est plus compliqué. Ah oui, c'est vrai. Tu trouves pas? De remonter sur scène, de défendre ses chansons si la tête est ailleurs. Comme je te disais tout à l'heure, heureusement qu'il y avait ça souvent, parce que ça m'a sauvé bien des fois, parce que le contact avec le public qui nous donne tellement d'amour et d'affection que finalement on oublie nos petits problèmes parce que on est comblé largement par tout cet amour. C'est vrai. Et tu viens aussi d'une grande famille. Tu es l'aîné de 6 enfants. Oui. Et je sais bien sûr que tu retournes de temps à autre à Manitoba voir ta famille, qui reste toujours là. Oui. Et puis je veux savoir, en tant que l'aîné de la famille, quelle responsabilité tu sentais? Est-ce que tu ressentais une responsabilité envers les autres plus jeunes que toi? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. J'ai des frères et des sœurs qui sont qui vont bien dans la vie, qui sont bien adaptés à cette chose bizarre qu'est l'existence et qui ont su tirer leur épingle du jeu assez bien. Et donc, j'ai jamais senti en tant qu'aîné un devoir d'être un bon exemple ou de... Non. Souvent, leur exemple m'a été précieux. Donc, je pense que ça a été un échange, ça. J'ai jamais senti ce besoin d'aîné, non. Bien, les rôles changent aussi avec le temps, hein, en vieillissant. Moi, je suis la plus jeune de ma famille et je trouve que je me comporte parfois comme l'aîné dans certaines choses. Et je me demande, est-ce que plus ça va, plus est-ce que toi, tu es le bébé à certains niveaux dans la famille? Est-ce qu'on te... Hein? Comment, non, Daniel? Non, pas encore. Pas encore. Non. Mais j'avoue qu'il y en a déjà un qui est à la retraite alors que moi, j'ai même pas pensé de prendre ma retraite. Définitivement Donc, pas. Donc, à mesure que les années vont avancer, que moi, je prendrai pas ma retraite et que les autres vont toutes se retirer, ben peut-être que je me sentirai comme le petit jeune de la gang. C'est vrai, hein? Qui sait? C'est intéressant aussi parce qu'un de tes frères a déjà dit sur toi que tu étais définitivement le plus intellectuel de la famille. Tu es d'accord avec ça? Ça ne veut pas dire grand-chose, le plus intellectuel dans notre famille. J'adore, Daniel. Je vais aller voir ta famille avec toi la prochaine fois. J'ai pas fait ça encore dans ma carrière. Je ne t'ai pas suivi dans ta famille. Non, c'est vrai que oui, OK. OK. Mais l'humour était très important parce que c'est une chose qu'on connaît peut-être moins, mais de temps à autre, on voit vraiment ton sens d'humour et tu adores rire et tu as toujours les yeux là qui ont le goût de te faire sourire. Tu sais, le petit crinkle, rire, c'est important pour toi dans ta vie. Ben, c'est l'humour qui rachète tout le reste pour moi. Oui. L'humour et l'amour, je sais pas pourquoi ils se ressemblent tellement proches, ils sont tellement proches l'un de l'autre. Mais à part ça, la vie, franchement, qu'est-ce qu'il y a? À part l'humour et l'amour. Donc, c'est un petit peu mes lignes de vie depuis toujours, puis un peu de musique à travers tout ça. Mais oui. Mais tu es né quand même dans un village, en fin de compte, 175 personnes, 175 personnes? 61 dernier compte. Non. Ça descend Donneray? chaque année. Ah oui, c'est catastrophique, oui. Et puis ça baisse chaque année parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux arrivants à Donneray. Wow. Donc pour toi, voyager a toujours été très, très important. Et je sais que ça demeure aussi. Tu as voulu visiter le monde à ta façon et tu l'as fait quand même dans différentes périodes de ta vie. Tu es parti dans des places différentes. Oui, j'ai voyagé beaucoup quand j'étais plus jeune. Est-ce que tu te sentais quand même renfermé à Manitoba? Non, j'étais juste curieux d'aller voir ailleurs. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans mon petit village. Hein. C'est un petit village des plaines, et puis un petit village des plaines, c'est une grande rue et quelques maisons, et du vent, et du blé, et c'est tout. Donc, je voyais quand même, comme tout le monde, la télévision. Je voyais qu'il y avait des choses qui se passaient ailleurs. Et quand j'étais jeune, j'avais évidemment très envie d'aller voir ailleurs. Maintenant que j'ai vu beaucoup ailleurs, je me rends compte que finalement, c'est pas beaucoup différent que ce qu'on vit à la maison. Et que finalement, mais il faut voyager pour s'en rendre compte. Exactement. Quelle éducation. Mais c'est une éducation, c'est vraiment pour les privilégiés parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre. Mais c'est intéressant de souligner que pour toi, la nature,
je pense, reste encore très important pour toi. Dans ta jeunesse, tu as joué à l'extérieur, tu aimais ça, tu aimais les arbres, la nature, et tu aimes toujours ça. C'est très important pour toi. Oui, je passe beaucoup de temps dehors. Non, tu n'as absolument pas tort. Non. Je vis beaucoup dehors. Je vis à la campagne, d'ailleurs, pour justement cette raison-là. C'est parce que j'ai besoin d'un contact assez intime avec la nature. Et je suis un jardinier, donc. C'est ça. Et j'ai souvent les ongles sales. D'ailleurs, j'aurais dû me vérifier aujourd'hui. Mais ça signifie quoi pour toi de mettre tes mains dans la boue, dans le... Ben, pas dans la boue, parce que c'est un petit peu gommeux. Non, mais de la bonne terre noire, bien fermentée, oui. J'aime... c'est le miracle de la vie qui m'étonne à chaque fois, de mettre une petite graine ou mettre une petite pousse et puis la voir devenir immense, donner toutes sortes de fruits, toutes sortes de légumes, toutes sortes de fleurs. C'est un miracle. Tu restes émerveillé. Avec lequel j'ai la chance de jouer. Et puis, pour moi, c'est un privilège, effectivement. J'ai beaucoup de plaisir. Je pensais beaucoup à ta démarche et à ton cheminement. Je me suis dit, mon Dieu, il y a dû avoir des moments dans ta vie où tu as dû te dire, I don't fit in. C'est comme, je suis pas comme les autres dans un sens. Parce que te voilà à francophone à Manitoba, et la majorité des personnes autour de toi, c'était des anglophones. Oui. Tu viens au Québec, tu es le gars de Manitoba ici au Québec, tu vas en France, tu es le Québécois en France. Et je me suis dit, comment tu as vécu toutes ces choses, ces différentes étapes? J'ai appris très jeune parce que effectivement, j'étais déjà dans mon petit village, il y avait des francophones, des anglophones, et on était pas pareil. Oui. Et quand je me suis retrouvé au Manitoba, à Saint-Boniface, petit gars de la campagne dans la grande ville, encore une fois, je me sentais un petit peu à l'étranger. Et avec les années, je pense que je m'y suis fait et même que j'ai aimé ça. Oui, j'ai toujours aimé ça, d'être un petit peu à part. Ça me donnait mon petit je ne sais quoi qui me faisait bien plaisir. Exactement. On va parler de plusieurs choses d'ailleurs après la pause, mais avant d'aller à la pause, je voulais jouer quelque chose parce que je sais que ta maman chantait dans le chœur de l'Opéra de Winnipeg. Oui. Et puis, je voulais jouer ça pour toi et pour ta maman. Tu as ça avec ma maman qui chante? Non, j'aimerais tellement ça, mais on a Carmen. On va Maria Callas entre-temps pour ta maman, pour lui rendre hommage. Alors que voici pour Daniel Lavoie et bien sûr sa maman. Une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tout. Une chanson que tu as déjà beaucoup aimé. Yves Montand. C'est amusant de voir Yves Montand comme ça. Tu sais, tu vois ce monstre sacré de la chanson et il a l'air de soirée des amateurs. C'est le fun, non? Ça nous fait du bien, ce genre de choses. Tu me parlais durant la pause de quelque chose que moi je trouve très intéressant. Tu m'as dit que ta mère te parlait justement l'autre jour du fait que tu chantais Carmen avec elle. Oui. Et c'est un souvenir qu'elle garde toujours. C'est un des rares souvenirs qu'elle garde bien toujours, oui. Et c'était touchant, effectivement, parce que des fois, je me souviens de cette époque-là, mais je me dis, est-ce que c'était vraiment vrai? Quand ma mère m'en parle, évidemment, ça m'apparaît comme plus vrai encore. C'est quand même très impressionnant qu'elle a chanté pour les chœurs c'est quoi, l'orchestre de Winnipeg? Bien, l'opéra de Winnipeg avait monté Aïda. Ils ont monté, je pense, 2 opéras. Et ma mère, toute sa vie, avait rêvé de faire de l'opéra, mais vraiment toute sa vie. Et quand ils ont déménagé à Winnipeg, quand mon père et ma mère ont décidé de quitter le petit village dont je vous ai parlé tout à l'heure, et elle a pris des cours de chant. Et un jour, on lui a proposé, je pense qu'elle a dû passer une audition, pour chanter dans le chœur. C'est quand même le grand chœur d'Aïda. Et évidemment, ça a été, je pense, un des hauts moments de sa vie, costumé et habillé dans ce chœur et chanter cet opéra qu'elle connaissait évidemment par cœur. Qu'est-ce qu'il pense de ce que toi, tu as réussi à faire avec ta carrière? Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que pendant de longues années, ils ont été très inquiets. Oui. Ils se sont demandé si j'arriverais un jour à
gagner ma vie à faire ce métier-là. Et puis, je pense que je pense que depuis quand même quelques années, ils sont plutôt fiers, sont heureux. Est-ce qu'ils le disent? Est-ce que tu viens d'une famille? Je le vois dans leurs yeux. Oui. On est d'une famille où on ne dit pas beaucoup les choses. Nous, on est des gens de la plaine, on est des gens silencieux, des gens du Manitoba, entre autres. C'est des gens qui sont très discrets. Et effectivement, on ne parle pas beaucoup de ces choses-là, mais je le vois dans leurs yeux. On a des yeux qui parlent, par contre. Oui, définitivement. Daniel, tu as des yeux qui parlent. C'est vraiment le cas avec toi. Mais c'est paradoxal dans un sens, parce que ce métier qui nous demande tellement d'être devant, de parler avec les gens, de chanter, de défendre nos chansons. Mais j'ai l'impression que toi, tu as besoin de silence, de périodes tranquilles. Je ne sais même pas si tu aimes le téléphone. Je ne sais pas, je te pose la question. Le téléphone, c'est quoi? Tu sais, les longues appels. Qu'est-ce que c'est que cette chose qu'un téléphone? C'est quoi? Je veux savoir. Écoute, j'ai un téléphone portable que j'ouvre 2 fois par semaine. Quand je le savais, quand je viens à Montréal et que j'ai besoin d'être en contact et que je dois pouvoir appeler quelque chose, si je suis en retard à un rendez-vous. Mais autrement, mon téléphone portable il est fermé et dans un coin et j'y touche pas. L'autre téléphone ressemble beaucoup à celui-là. Effectivement, le téléphone, c'est pas mon truc. Je préfère le courriel parce que ça rentre discrètement, ça fait pas... C'est ça. Et ça se répond quand on en a envie. Mais je trouve de plus en plus que ça devient quand même... Ça aussi, ça prend de plus en plus de place. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'on a 30 et 40 lettres par jour à répondre, à décider. C'est pire que le téléphone. C'est vrai. Donc, finalement, peut-être qu'un jour, je deviendrai un ermite, mais c'est pas encore décidé. Non, définitivement pas. Entre-temps, on va parler de toutes sortes de choses parce que c'est très important aussi de souligner que quand tu es allé à l'école, il a fallu créer ta place aussi. C'est là où tu as appris quand même tes premières grandes leçons de la vie. Quand même. Ah oui? Ben, j'imagine que oui, non? C'est pas vrai? J'aime bien quand tu m'étonnes, je te regarde, je dis non, c'est pas vrai, t'as rien appris à l'école, Daniel? Oui, j'ai appris des choses à l'école, Sonia. Mais des grandes leçons de vie aussi. Parce que moi, j'avais lu que tu avais dit quelque chose comme la vie peut vraiment nous écraser si on fait pas sa place, si on n'apprend pas vite. J'ai dit ça, moi? Oui. Attends 2 secondes, J'ai probablement raison. Juste voir que c'est ça. Tu as probablement raison. Daniel Lavoie a dit, oui, tu as dit ça, mon chou. Pourquoi? Mais tu sais, vrai, Sonia, j'ai dit beaucoup de choses dans des interviews pour me rendre intéressant des fois. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Des fois, surtout dans les années où on passe notre temps à faire des interviews. C'est vrai. J'ai dû inventer 8 ou 9 différentes façons d'écrire. Il s'aime, par exemple. On me disait, d'où vient l'inspiration de cette chanson-là? Mais quand ça faisait comme 5 fois que je comptais l'histoire dans la semaine, j'en trouvais un autre. Donc, c'est mentir, ça. C'est pas toi, ça. Tu viens de dire au début de l'émission que tu ne mens pas. C'est créé, c'est de l'improvisation créative. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on apprend quand même des choses durant notre vie, tu sais, des leçons de vie. Puis je veux savoir, maintenant, dernièrement, au cours des dernières années, est-ce qu'il y a eu une leçon de vie? Parce qu'on s'est, tu sais, éventuellement, on se dit, bon, j'ai appris quand même le nécessaire pour vivre ma vie. Est-ce que tu as appris quelque chose de surprenant dernièrement? Oui, j'ai appris comment vivre ma vie, mais j'ai aussi comment vivre ma mort, parce que petit à petit, j'ai appris que je devenais plus vieux, puis qu'il fallait éventuellement que j'apprivoise la chose qui m'attendait. Et puis j'ai dit, tant qu'à faire, je vais le voir tout de suite, comme ça va être réglé, puis j'y penserai plus. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est une grande leçon de vie, si tu veux. Ou une grande leçon de mort. Tu me le dis avec un sourire. Qu'est-ce que tu penses de la mort? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ça t'angoisse? Ça ne me fait pas peur du tout, non. Non? Oh, pas du tout. Non. Pas du tout. J'ai passé proche 2-3 fois, assez proche pour me rendre compte que c'était absolument pas épeurant et que, à part, évidemment, une mort atroce dans les caves de Staline où tu te faisais torturer pendant des heures ou des jours, c'est certain qu'il y a des façons de mourir qui sont plus désespérées que d'autres. Mais je pense que j'ai apprivoisé ça. C'est une grande leçon de vie. Je pense que ça devrait y avoir des cours. Oui, j'ai toujours pensé qu'il devrait y avoir des cours pour que les gens apprivoisent cette chose qui était inévitable et qui nous mettrait beaucoup plus en paix avec être. Et j'ai trouvé, voilà, une grande leçon de vie que j'ai eue dernièrement. Tu as 3 enfants également. Est-ce qu'avec maintenant cette leçon que tu viens d'apprendre, est-ce que tu as parlé avec tes enfants? Est-ce que tu en discutes? Est-ce que... Un petit peu, ça dépend avec lesquels. Il y en a un de mes enfants qui aime bien parler de ce genre de choses. Vraiment? Donc, je lui en parle parce qu'il a des opinions, il a réfléchi beaucoup. Les autres, ils ont moins pensé ou ils ont moins... Tu sais, c'est des choses sur lequel on s'ouvre avec les années ou avec l'envie d'aller voir, mais je pense que c'est pas nécessairement essentiel d'aller fouiller là-dedans quand on est encore jeune, puis que la vie est là, puis que vraiment c'est sans intérêt
pour quelqu'un qui est au début de sa vie puis qui ne regarde que ce qu'il a envie de Mais faire. ton instinct te dit, est-ce que tu vas vivre vieux? Est-ce que tu sens que tu vas vivre vieux? Et je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Pourquoi tu... Mais je m'en fous complètement parce que j'aime la vie, j'adore ce que je fais et je suis très privilégié. J'ai beaucoup de chance dans ma vie de faire ce que j'aime. Donc maintenant que tu as dealé avec cette partie éventuelle, tu n'y penses pas, c'est ça? J'y pense pas trop. Okay, pas trop, évidemment, comme tout le monde. J'y pense, j'en parle un petit peu, mais c'est certainement pas une préoccupation. Et puis, à savoir si je vais vivre vieux ou pas, on verra bien, hein? On verra bien. Je vais continuer à faire ce que j'aime aussi longtemps que je peux, puis après ça, on verra. Deux garçons, une fille. Est-ce que tu as élevé ta fille différemment que tes garçons? Ben, en fait, c'est pas ma fille, c'est la fille de ma femme que j'ai quand même élevée. Inévitablement, oui, parce que d'abord, c'était pas ma fille, c'était la fille de ma femme. Et donc, il y avait quand même un autre papa là-dedans à qui je devais quand même le respect d'être l'autre papa. Et donc, je ne pouvais pas m'impliquer de la même façon, si tu veux. Donc, ça a été quelque chose... C'est vraiment une question de doigté, tout ça. Mais je peux dire que je l'ai certainement aimé autant que mes deux garçons. Oui. Oui. Oh, tu lui as dit? Est-ce qu'elle le sait? Oh, elle le sait, je suis certain. Elle le sait? Oui, je lui montre autant que je peux. Oui. Est-ce qu'on s'inquiète différemment, par contre, pour une fille que pour ses garçons? Est-ce qu'il y a d'autres inquiétudes ou c'est pas vrai, ça? C'est cliché? Oui, c'est un peu cliché, oui. Les garçons se mettent souvent dans des situations beaucoup plus dangereuses, ce qui fait que, finalement, on finit par s'inquiéter plus pour les garçons que pour les filles. Mais j'ai une fille intelligente qui, comme toutes les jeunes filles dans son enfance, sa jeunesse, a fait quelques bêtises, mais rien de très inquiétant. Et c'est pas quelqu'un qui m'a donné vraiment grande source d'inquiétude. Non. Et tu as dit également quelque chose que je trouve très important. Tu as dit que toi, tu n'as pas été vraiment sévère non plus, un papa sévère. Non, je suis pas un papa sévère. Non. C'est dur pour toi d'être sévère ou c'est parce que tu n'y crois pas? J'ai toujours pensé que le dialogue était mieux que la sévérité. Mais cela dit, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui était un peu plus sévère que moi envers les enfants. Et ça l'a certainement servi parce que je sais qu'une certaine autorité, un certain encadrement est bénéfique. Oui. Est-ce que Louise te reprochait le fait que tu n'étais pas assez sévère? Un petit peu, et que tu lui donnais cette mauvaise tâche à elle, c'est ça? Pour que toi, tu paraisses bien là-dedans. Écoute, je pense qu'on était tous les deux faits comme on est fait, puis on a fait ce qu'on a pu, le mieux qu'on a pu, je crois. Et puis, on a pris ça très au sérieux. Puis, on a essayé de donner à nos enfants tous les outils qu'ils avaient besoin pour faire leur vie, la créer eux-mêmes. Tu as rencontré Louise après le grand succès de Il s'aime, si je ne m'abuse, ou juste... Oui, à peu près dans ce temps-là, oui. Est-ce que tu étais méfiant à cette époque des femmes autour de toi, tu sais, parce que Dieu sait que mégastar Daniel Lavoie en France, mégastar dans la francophonie, 2 millions d'exemplaires vendus de cette chanson. Je me demande comment ça se fait que durant cette période, c'est là où tu rencontres l'âme sœur, la femme pour toi. Mon Dieu. Hein? Ce que tu vas dans les sujets, toi. Mais c'est intéressant que c'est en même temps. Et ça aurait pu une période où tu... Oui, je pense que j'étais méfiant, oui. J'étais peut-être un peu aigri, un peu blessé, un peu tout ce qui arrive après des peines d'amour et des histoires d'amour qui vont mal. Mais il y a parfois des petits miracles. On est chanceux. J'ai été chanceux. J'ai trouvé une femme avec qui je m'entendais très, très bien, avec qui j'avais une conversation qui était toujours positive et énergisante. Donc, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. 25 ans, hein, Daniel? Et vous avez travaillé ensemble aussi, parce qu'elle coécrit avec toi, éditrice aussi. Est-ce que tu as aimé cette partie de votre relation? Est-ce que vous êtes des personnes différentes quand vous travaillez que des personnes que vous êtes quand vous êtes en couple à la maison, tout simplement? Est-ce qu'il y a une différence? Oui et non. Oui et non. Tu sais, on n'est jamais vraiment différent de ce qu'on est dans une partie ou une autre de notre vie. Mais on a bien travaillé ensemble, je crois. Mais c'était pas un travail qui était particulièrement valorisant pour elle. Donc, j'étais très heureux quand elle a décidé de donner sa vie à son écriture, ce qui était pour moi beaucoup mieux. Regarde, Daniel, on va faire une courte pause. Et d'ailleurs, on va jouer la chanson dont on était justement en train de parler, Il s'aime. C'est la tienne. Juste au cas où tu te rappelles pas, c'est ta chanson que voici. Et on revient tout de suite après avec Daniel Lavoie. Et si tout
Ça m'inquiète que je sais les paroles de cette chanson qui est quand même vieille, mais quelle bonne chanson. C'est des bons souvenirs? Oui, tu es content de voir les images aussi. Ça, c'est une des premières chansons que j'ai trouvées vraiment bien. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette chanson? L'écriture, la structure, la mélodie, l'exécution, tout. Puis je la vois, puis je suis pas déçu. Je me rends compte qu'ils ils étaient à la hauteur de ce que je pensais qu'ils étaient. Intéressant aussi, parce que durant ta jeunesse, toi, tu avais déjà dit que tu voulais devenir médecin. Oui. Il y avait ce moment-là dans ta vie. J'ai pas l'air d'un docteur? You look like a good-looking doctor. Je suis très malade, alors. Non, mais sérieusement. Pas jouer au docteur ici. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé avec ce rêve? Est-ce que c'était vraiment un rêve ou est-ce que c'était juste la notion qui était intéressante de peut-être devenir médecin? Non, je voulais devenir médecin. Vraiment? Je me suis trouvé un job à l'hôpital. J'ai travaillé 2 étés dans un hôpital général, donc 8 mois, pendant que j'allais à l'université, pour voir si j'aimais ça, ce contact avec la maladie, puis avec les gens, puis avec et j'aimais beaucoup ça. J'étais bien là-dedans. Et non seulement j'étais bien, mais j'avais une facilité pour ça, une facilité pour ces contacts-là. Mais la musique est arrivée. Je suis parti en tournée avec des musiciens. Oui. Et puis, la musique a un petit peu à me kidnapper. Et par le temps que j'aurais pu revenir ou repenser faire d'abord retourner à l'université, essayer de me trouver une place dans une école de médecine, j'étais déjà pris dans une carrière qui allait bien, puis que j'avais plus envie de laisser. Et voilà cette aventure musicale qui t'emmène chez nous, ici au Québec. Oui. Et tu décides de rester, mais les autres retournent. Eux, ils n'ont pas eu le même flash ou le même, coup de foudre avec le Québec que toi, tu as eu. Faut croire. Moi, j'ai vraiment eu un coup de foudre avec le Québec. J'ai découvert... D'abord, on parlait en français ici. Oui. Au Manitoba, on ne parlait pas français. On parle français dans des occasions spéciales, dans les familles. Oui. Mais dans la rue et dans les soirées, et partout, ou même au collège où j'étais, collège de jésuites francophones, entre nous, on se parlait en anglais. C'est incroyable, oui. Et donc, quand je suis arrivé au Québec et j'ai entendu parler des enfants dans la rue, parler en français, j'ai dit, vraiment, je suis dans un pays où on parle le français. Ça m'a beaucoup séduit. Je me suis senti parmi les miens pour la première fois depuis toujours, je pense. Vraiment. Parce qu'il y a une histoire amour-haine qui existe avec toi aussi, le Manitoba. Oui. Hein? Où es-tu rendu avec ça? Où es-tu rendu avec le Manitoba? Oui. Parce que je sais que tu retournes pour voir ta famille, mais tu as eu une période où tu n'as pas aimé la Manitoba à cause pour toutes sortes de raisons dont j'ai pas envie d'en parler trop, parce que c'est des choses qui... J'aime pas entretenir des émotions qui risquent de blesser du monde. Puis j'ai dit ce que j'avais à dire déjà sur le sujet. Okay. Mais le Québec, il y a eu aussi une période difficile. Manitoba, j'aime toujours. J'en doute pas. Mais le Québec aussi, il y a eu une période. Comme par exemple, quand Notre-Dame de Paris est arrivée. C'était le timing idéal pour toi, Daniel. Tu voulais partir et tu as dit que tu étais vraiment en train de vivre un bad trip avec le Québec. Parce que tu avais vécu une faillite. Rappelons aux gens, tu avais vécu une faillite qui était très difficile pour toi. Parce que non seulement cette faillite t'a obligé, évidemment, de déclarer faillite, mais aussi tu as perdu les droits de tes propres chansons. Toi, qui nous révélais ton âme à travers ces chansons, parce que autrement, c'est pas en entrevue qu'on arrivait à sortir des choses de Daniel. Non, en fait, avec ses textes. La vérité, et mon bad trip avec le Québec à l'époque, c'est parce que mes bandes avaient été mises en gage à la SOGEC, ou à la Société de développement des institutions culturelles au Québec. Et c'était des fonctionnaires du Québec qui avaient ça et qui ont vendu ça à English Music International pour des peanuts, sans m'en parler. Et ça, j'en ai voulu beaucoup au gouvernement du Québec de faire ça. Je me suis dit, bon, si ça fait 25 ans que je travaille ici pour ça et que ça vaut pas plus, qui mange donc de la merde? Et c'est vrai que j'ai eu cette émotion qui, ça m'a passé. Ça m'a passé. Mais pendant un bout de temps, j'en voulais beaucoup. Et j'étais très heureux de partir en France et de laisser ça derrière. On va parler de la France un petit peu plus tard, mais je veux parler... Louise était comment pour toi à cette époque? Ces moments difficiles dans ta vie, ces remises en question, les faillites, tu sais, les périodes plus dures. Courageuse. Oui. Courageuse. Une femme courageuse et aimante. Oui. Alors, on va jouer une autre chanson pour aller à la courte pause, d'ailleurs, en pensant à elle. « Bénies soient les femmes », parce que je trouve que c'est très approprié, de Daniel Lavoie, que voici. Tout à fait. Bénies soient les femmes
qui aiment encore les hommes. Quand on voit ce qu'ils font, quand on en fait la somme, béni soient les femmes qui aiment encore les hommes. Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves, les rêves de nos 20 ans? Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves, même trop fous? Vous allez me faire brailler aujourd'hui, vous autres, là, hein? Mais moi aussi, je l'ai tellement aimé, Oh, Sylvain mon Lelièvre, qui Dieu. nous a Oui, quittés oui. trop vite. Et je sais que pour toi, ça a été une énorme perte. Ben, ça a été la perte d'un ami que j'aimais beaucoup. Mais j'ai un peu envié sa façon de partir, par exemple. Dans le ciel, comme ça. Je trouve que... Tu penses à il y a lui pire. quand même? Ah, Tu je penses pense à lui souvent. Oui, Je souvent. pense à lui souvent. Oui, parce que j'écoute, je tombe sur ses chansons régulièrement. Oui. Et puis c'est quelqu'un que j'admirais, que j'aimais beaucoup. Les amitiés dans le milieu, est-ce qu'elles sont faciles à bâtir vraiment? Parce que tu sais, c'est un milieu quand même où tout change si vite, où Oui. une personne est obligée de partir en tournée. Est-ce que Non. c'est... Oui, ils sont difficiles à bâtir. Oui. Ils sont difficiles à entretenir aussi parce qu'on vit des vies tellement à côté les unes des autres. Pendant de longues années, on était en compétition avec les uns avec les autres. Puis ça prend beaucoup d'années à accepter cette compétition-là d'une Oui. façon saine et amicale et sportive. Mais j'ai plusieurs bons amis dans ce métier-là. Et c'est des gens que j'admire et que je respecte. Et oui, ça a pris du temps, par contre, à en faire de bons amis. Tu as dit quelque chose, il y avait une certaine époque dans ta carrière où tu as eu la tête un peu grosse, tu l'admets, tu as dit que tu as été difficile à travailler avec. Est-ce que tu te rappelles de cette époque? Oh, sûrement, oui, sûrement. Écoute, il y a des moments dans une carrière quand tout va bien et qu'on génère beaucoup d'argent. Oui. L'entourage, surtout C'est l'entourage qui profite de cet argent-là, est très flatteur et on se fait cajoler à journée longue. Et on finit par le croire. On finit par le croire. Et quand on finit par le croire, c'est dangereux parce Oui, que c'est là, on dangereux. commence à se prendre pour ce qu'on n'est pas, finalement. Qu'est-ce qui t'a réveillé? Oh, Louise, comme toujours. Je l'aime, cette Louise. On l'aime. Qui me disait, tu sors peut-être pas les poubelles à l'hôtel, mais ici, tu les sors. On l'aime, Louise. C'est incroyable. Hein? C'est bon d'avoir une femme comme ça à la maison. Hein? Écoute, c'est pas pour rien que je suis avec elle encore après C'est 25 vrai. ans. C'est une femme forte, une femme intelligente Oui. qui a toujours été Juste là pour dire la bonne chose au bon moment. extraordinaire dans ma vie, oui. Et le timing dans ta vie, comme on parlait tantôt, Notre-Dame de Paris, partir en France, Oui. etc. Le succès monstre. Premièrement, j'aimerais te Oui. dire devant le public québécois que j'ai eu la chance de te voir à Paris parce que j'étais là Oui. et je suis allée à Londres également. Oui. Tu as été majestueux dans le rôle de Frollo. Il n'y aura pas un autre Frollo comme toi. You were amazing. C'est tout ce que j'ai à te dire. C'était incroyable de te voir sur scène. Merci beaucoup. Et tu as dit quelque chose, ce personnage qui était torturé. Tu as dit que ça n'a pas été compliqué pour toi de jouer ce genre de personnage parce que tu avais déjà vécu des périodes dans ta vie où tu te sentais torturé, toi aussi. Oui, c'est un personnage pathétique, comme on l'est tous un peu dans nos vies. Personnage déchiré entre ce qu'il veut faire, puis ce qu'il a envie de faire, puis ses désirs, puis ses devoirs. Et puis je trouvais que c'était... Écoute, j'ai un parti pris, évidemment, mais j'ai trouvé que c'était le personnage de loin le plus intéressant de ce show. Parce que justement, il se passait quelque chose dans sa vie. Il n'était pas monolithique comme les autres qui avaient une décision d'aller à une place. Frollo était déchiré en toutes sortes de choses, et puis il essayait, puis c'est un homme éduqué, puis c'est un homme qui essayait d'équilibrer tout ça. Puis en même temps, il y avait cette passion qui le dévorait, qui le tuait, qui le mangeait. Et mon Dieu, pour moi, j'avais le beau rôle du show, même si, bon, jouer le méchant, c'est jamais très agréable, parce qu'on se fait huer dans la rue. En fait, on ne s'est pas fait huer. Non. Mais les gens n'aiment pas les méchants. Et surtout les enfants me disaient, j'aime pas Frollo. J'aime pas Frollo. Bon, OK, j'aime pas Frollo. C'est correct.
J'acceptais ça. Mais la chose qui est très importante là-dedans aussi, c'est que quand tu montais sur scène, c'était vraiment... On te regardait, Daniel, et tu aimes ce personnage. On peut aimer un méchant. Parce qu'il faut aimer son personnage aussi. Il faut trouver quelque chose à aimer chez cet homme. Oui, je crois. Bon, il est méchant, mais... Il y a la méchanceté qu'on a tous. Oui. Mais il y a quelque chose d'attachant. Il y a la douleur qui nous emmène aussi. Je crois que c'est surtout comment je dirais, ce qui symbolise plus qu'autre chose. Oui. C'est quand même quelqu'un qui est déchiré et déchiré en beaucoup de valeurs différentes. Et je trouve que ça nous ressemble beaucoup, tous. Et ta mère qui voulait que tu sois prêtre. Hein? Et ta mère qui rêvait que de ça durant ton enfance. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que tes parents ont eu la chance de te voir sur ça? Oui, mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, ben, je pense qu'ils étaient tellement dépassés par tout ce qui arrivait qu'ils ont juste été heureux d'être là. Je pense que c'est surtout ça. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de... Ma mère m'a pas dit qu'elle était heureuse qu'enfin j'étais prêtre. Oh, c'est comment? Tu as travaillé avec des grands. Le succès de Notre-Dame de Paris, je pense on pouvait prédire que ça allait marcher. On savait que c'était très bon sur papier. On a vu les personnes, le casting était magnifique, mais c'était un succès extraordinaire. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de succès? Pas du tout. Il n'y a personne qui s'y attendait. Même les producteurs espéraient peut-être. Mais nous, on croyait tous que ça allait durer... je sais pas moi, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, pas plus, qu'il y aurait un petit succès, mais on ne s'attendait pas à devenir les Beatles de la France pendant 2 ans. Oui. Et j'ai vécu ce délire absolument inimaginable de tenter de sortir du théâtre avec des téléphones portables pour essayer de dire quelle porte était libre, et puis entendre les fans qui arrivaient dans un couloir à course, les entendre, ils étaient 500, je ne sais pas combien. Et à la fin de certains concerts en France, surtout dans les villes de Provence, de l'extérieur de Paris, où il y avait 2000 puis 3000 personnes qui nous attendaient à la fin de chaque spectacle, c'était excitant. C'était le fun. On disait « wow ». Est-ce que je peux te demander quelque chose? Avant ce succès, est-ce que tu pensais que tu avais déjà vécu tes plus gros moments? Ben, je pensais que ça pouvait pas être beaucoup plus fort qu'Ilsem, parce qu'Ilsem, ça va quand même être... En fait, Ilsem, c'était autre chose, j'étais tout seul. Oui. J'étais tout seul face à tout ça. Et donc, cette solitude était un peu plus lourde à porter, peut-être. Oui. Plus lourde à porter. Oui. Alors que là, je le vivais en gang. En plus, on était une équipe de football. Nous autres, on avait du fun. Oh, je sais. J'étais là pour quelques... là pour quelques représentations. Mais quand vous êtes monté au World Music Awards pour remporter quand même ces trophées, le monde entier est à l'écoute de cet événement. Ça a dû être un moment extraordinaire pour la réussite de la chanson Belle. Qu'est-ce que tu ressentais? Ben, pour nous, ça a été la continuation de quelque chose qui était déjà un petit peu un rêve, tu sais, parce qu'on s'y attendait tellement pas. Oui. Donc, on était rendu qu'une de plus. Bon, OK, allons-y. Let's go. Non, on était un peu blasés rendus là, j'avoue. Oui. J'avoue, c'est fou comment on se blase rapidement du succès. On finit par croire que ça nous est dû, que c'est naturel, et d'ailleurs, c'est ce qui fait beaucoup après que tout s'effondre, parce qu'on s'attend à quelque chose et c'est évident que c'est pas vrai. C'est évident que ça ne peut pas durer. Pourquoi tu penses qu'on fait ça? Je sais pas, parce qu'on est des... Moi, j'allais dire, qui c'est? Oh, mais quel lien formidable! On va aller à la pause avec Qui c'est de Daniel Lavoie, que voici. La femme. What the hell? J'entendrai tes appels au secours. C'est tout moi qui me suffirait pour savoir ce qui t'a blessé. Je viens de dire à Daniel Lavoie, relax! Il est assis comme un véritable gentleman. Ben là, oui, mais comme... regarde. Non, Regarde-moi, là, je vois l'écran. C'est très beau. J'ai l'air effondré. OK, donnez-nous une shot uniquement de Daniel maintenant. Non. Tu vas te voir. Regarde, you look very good. Comme ça, c'est moins pire. Voilà, on va rester sur toi d'ailleurs. Voilà, j'ai décidé. Bon, non. J'ai décidé. Non, ben, Daniel, on est en train de parler un petit peu de ta vie, de ta carrière, etc. Et quand je pense qu'un de tes premiers groupes s'appelait Dieu de l'amour. Vous aime. Pardon? Dieu de l'amour vous aime. Vous aime. Ah oui, ça, j'avais pas. C'était toute la phrase. Mais quand même, Dieu de l'amour vous aime.
Écoute, ça a été très lourd à porter comme nom. C'est ça, ça a été pas la chose la plus cool dans ta vie quand même. Non, mais écoute, je vais te donner quand même l'excuse ou la raison. Je veux écouter C'est parce qu'il y a un booker au Québec qui avait un groupe qui s'appelait Dieu de l'amour vous aime et qui avait, selon lui, plein de contrats. Et quand il est venu nous chercher au Manitoba, le groupe avec qui je jouais, qui n'avait absolument pas ce nom, on s'appelait Spectra ou quelque chose de même. C'est ça, je me rappelle. Oui. Et il nous a dit, mais il va falloir que vous preniez le nom de ce groupe que j'ai parce que j'ai vendu ce groupe-là. Alors nous, bon, c'était notre billet pour aller au Québec. On a dit, on va avoir des jobs, toute l'affaire. Alors allons-y, on va s'appeler Dieu de l'amour vous aime. Mais on pensait pas que ça serait aussi lourd à porter. Mais bon. Et autre chose... Et je pensais surtout pas que j'en parlerais 40 années plus tard. Non, mais quand même, obligé de prendre un nom qui vraiment t'a été lourd à porter. Et aussi, tu as changé ton prénom. Oui. À l'âge de 20 ans. Et moi, j'ai jamais su ça. Pas 20 ans. Quel âge tu avais? À 23 ans. 23, excuse-moi. Ça a 23 ans, parce qu'avant, je m'appelais Jerry. Jerry? Mais pour moi, t'es pas un Jerry. J'ai pas l'air d'un Jerry non plus. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'appellent toujours Jerry? Ouais, au Manitoba. Oui? Ah ouais, quand je Et tu réponds? Oui, mes vieux confrères. Et pourquoi tu as choisi Daniel? Écoute, au hasard. Au hasard, Yvan Dufresne, qui était directeur de London Records, m'est venu un matin et il m'a dit, écoute, Daniel, il dit, Jerry, là, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que tu trouves un autre nom. Il faudrait que tu trouves un autre nom qui marche avec la voix, qui sonne un peu mieux. Oui. J'ai dit, ah ouais? Il a dit, ouais. Donc, je te propose, parce que ça va être ton premier album, donc ça serait bon que tu trouves un nom tout de suite, parce qu'après, il est trop tard. C'est ça. Oh my God. Alors, j'ai dit, bon, OK. Puis j'étais avec quelqu'un à l'époque, puis j'ai regardé dans le livre de téléphone, à travers les noms, puis j'ai dit, Daniel, tiens, Daniel, pourquoi pas? J'aime ça, Daniel Lavoie, ça marche. Alors, j'ai pris Daniel. Ça marche? C'est ça. J'avais 23 ans. Et quelle partie de toi reste Gérald? Est-ce qu'il y a une petite partie à l'intérieur de toi qui restera toujours Gérald? Écoute, ça fait beaucoup plus longtemps que je suis Daniel que je n'ai jamais été Gérald. Oui. Donc, il y a probablement une petite partie de moi, oui, toute mon enfance, mon adolescence, mon collège au Manitoba est resté sous le nom de Gérald. Mais le Québec est devenu Daniel et le monde entier est devenu Daniel, donc je suis devenu Daniel. Et quand tu passes à ce premier album, le titre « À court terme », qui aurait cru que 40 ans plus tard... Effectivement, c'est un peu drôle. C'est quand même quelque chose. C'était mon sens de l'ironie à l'époque. Je ne croyais pas que je pouvais avoir grand succès. Donc j'ai dit, je vais appeler mon disque « À court terme ». Comme ça, je vais prévenir un peu tout le monde. Et finalement, voilà, c'est encore là. Est-ce que c'est vrai qu'avec la sortie de Tension, Attention, tu as dit que si cet album n'avait pas marché, tu aurais abandonné? Je commence à être tanné. Je ne sais pas si j'aurais vraiment abandonné. C'est un petit peu le défi que je m'étais donné, à savoir que si ça ne marche pas, j'arrête. C'était pour me pousser dans le cul un peu et peut-être me donner le courage d'aller jusqu'au bout dans cette histoire, parce que j'avais toujours abordé la carrière mi-figue, mi-raisin, tu sais, sans jamais vraiment y plonger, sans vraiment le faire comme du monde. Et ça marchait comme ça marchait à peu près oui et non. Et pour Tension, je me suis impliqué complètement. J'ai dit, j'y vais. Là, j'y vais. Et donc, j'ai accepté d'aller passer 6 mois en France, puis accepté de faire ci, puis faire ça, puis de travailler 2 fois plus fort que j'avais jamais travaillé de ma vie. Et puis, ça marchait. Et est-ce que tu penses... Est-ce qu'on vit ce genre de stress quand on écrit une chanson qui est considérée comme étant un chef-d'œuvre? Il sème 2 millions de copies vendues. Est-ce qu'on pense qu'on a déjà écrit notre plus grande chanson? Est-ce que ça te travaille? Écoute, c'est pas ma préférée. Hein? C'est ce que je voulais savoir. C'est une des chansons que j'aime, mais j'en ai beaucoup de préférées. J'en ai beaucoup. Ce sont des chansons... J'ai quitté mon île, c'est une de mes préférées. Qui sait, c'est une de mes préférées, qui est toujours là depuis toujours. Puis il y en a beaucoup de mes derniers albums que j'aime beaucoup aussi. Donc, mais Il s'aime a certainement été la plus gentille pour moi. Je veux dire, c'est quand même celle qui m'a permis de faire autre chose, de passer à un autre niveau et justement d'en venir un jour à faire Notre-Dame de Paris, etc. Exactement. D'être connue en France, etc. Et Notre-Dame de Paris t'a permis de pouvoir racheter les droits à tes propres chansons. En fait, c'est pas vraiment ça, mais Notre-Dame de Paris m'a permis d'engager un avocat qui a négocié assez fort pour me permettre de retrouver une partie des droits. Oui, je suis tellement heureuse d'entendre ça, parce que ça, c'est vraiment triste de ne pas les avoir
Tu mérites toutes sortes de belles affaires. Bien, c'est certain, quand on travaillait longtemps sur des choses, puis qu'on les voit partis ailleurs pour des peanuts, alors qu'on aurait C'est comme pu... The Beatles ont vécu ça. Exactement. The Beatles aussi ont vécu ça. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans ça. Il a fallu que tu ailles en France devenir les Beatles de la France pour que tout s'arrange. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Regarde, on a parlé de le fait que tu es devenu Frollo, le prêtre que ta mère a toujours voulu que tu deviennes. Et toi, tu voulais être médecin. Et on va se quitter cette magnifique rencontre sur Docteur Tendresse. Qu'est-ce que tu penses de ce lien? C'est juste pour très toi. Bien fait. Oui, non, on dirait presque que tu as planifié ton émission. C'est pas pire, hein? On adore t'avoir avec nous. Merci pour cette belle conversation. Je te découvre davantage et devine quoi? Je t'aime autant. Oh, ben bonne Sonia. Merci. Moi aussi, je t'aime. Merci. Merci. Tous que des câlins, de la chaleur, presque du bonheur et des beaux anti-chagrins. Anti-chagrins.